voyez, nous sommes bien mercredi et non lundi, hein, ça fait penser à lundi. Mais on rentre dans le jour férié, non, c'était pas dimanche. On est très heureux de vous savoir présents et nombreux, comme tous les soirs, devant vos postes de télévision, pour un autre numéro du Grand Talk. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Et puis, pour les inconditionnels, les aficionados, on a envie de dire merci d'être fidèles. Toujours présents au rendez-vous du Grand Talk et de Live TV globalement. Ce soir, sur le plateau, je suis en compagnie de M. Élisée Bolougbe. Bonsoir Élisée, comment allez-vous? Bonsoir Brice, je vais très bien. Et vous-même? J'ai même failli vous demander votre week-end. Ah oui, parce que là on sort d'un férié. Ouais, exactement. C'est vrai, ça donne l'impression en tout cas de sortir d'un week-end aussi. Celui qui est très très heureux, rentré de sa nuit de destin, révigoré, ragaillardi, ressourcé, restauré, Monsieur Daouda Koulibaly. Eh bien, c'est bien ça. Salut Brice, comment tu vas? Je suis en pleine santé, tout va bien. Et le filon qu'il est parti, tout va bien Ah, aujourd'hui. vous l'avez annoncé comme ça officiellement à tout le monde là? Oui, mais la dernière fois, je l'avais annoncé que je souffrais de filon. Ah, vous avez dit? Ah, vous avez J'avais fait dit. 2 fois. Bon. Merci Daouda. La télé sans fil, vous avez bien compris le concept. Vous. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Brice, bonsoir à la team, bonsoir chez vous. Ouais, sans autre forme de commentaire. Bonsoir Alain, comment allez-vous? Merci, ça va très très bien, content de vous retrouver. Merci. Les présentations étant faites, sur ces belles paroles responsables, les amis, nous allons évoquer les élections régionales 2023. Ils sont connus, les 31 acteurs qui vont donc accompagner le RHDP dans cette je cherche un mot pour sortir dans cette campagne, hein, rien que ça. Alain Toussaint, ils sont 31, des visages connus, Isabelle, et d'autres un peu moins. Oui, alors des visages connus, on a déjà le Premier ministre Patrick Hachi qui sera dans la Mai, Anou Loto, la ministre Anou Loto qui sera dans le Cavali, dans le Guémont, on a le ministre Seredo, etc. Donc oui, ce sont des visages connus. Après, quand je vois la liste des 31 candidats, il n'y a qu'une seule femme, quand on sait qu'on aimerait avoir en tout cas 30% de femmes qui accèdent en fait à des postes de décision et donc à des postes en fait électifs. Je trouve ça un peu dommage. Aussi, on parle de l'année de la jeunesse. Quand je vois la liste des 31 candidats, je grince un peu des dents parce que ce sont les mêmes qui traversent les générations et j'ai envie de dire, est-ce que véritablement, au niveau politique, on aura une année de la jeunesse ? J'ai envie d'avoir de l'espoir en estimant qu'il y aura la liste également des municipales qui va sortir. Donc j'espère en tout cas que sur cette liste, on retrouvera à la fois des femmes et des jeunes. Diront peut-être qu'ils travaillent pour la jeunesse. Alain Toussaint, l'enjeu de ces régionales, qu'est-ce que c'est une régionale d'ailleurs? On fait un peu de pédagogie. Et quel enjeu pour les partis politiques? Ce sont des élections très importantes qui vont arriver parce que c'est le collège des conseillers régionaux et des conseillers municipaux qui formera par exemple le futur Sénat. Il faut savoir que le Sénat est composé de 99 membres, le tiers étant nommé par le président de la République. Donc il y a 66 sénateurs potentiellement qui devraient sortir des élections à venir. Et puis politiquement, c'est quand même très important dans un contexte où on parle de vie chère. Vous avez vu le contentieux qui oppose en ce moment les opérateurs de téléphonie mobile aux consommateurs. C'est un dossier extrêmement difficile, géré par le gouvernement et auquel les consommateurs et les associations de consommateurs prêtent en tout cas la plus grande attention. Et puis il y a d'autres sujets relatifs à la vie chère également, la situation sociale, etc. Et donc c'est quand même une élection à enjeu, au pluriel, avec 2 partis d'opposition qui seront dans le jeu. En 2018, il y avait le couple RHDP-PDCI, parti à la conquête des régions, le FPI, la version PPACI de Laurent Gbagbo n'était pas dans la compétition. Donc aujourd'hui, il y a de nouveaux adversaires politiques qui se présentent également aux élections du 2 septembre prochain. Donc ce sont des élections importantes. À mon avis, c'est un test grandeur nature avant les échéances de 2025. Daouda Élisée, qui auront-ils en face d'eux ces 32 commandos, comme on les a surnommés? Les 31, je crois. 31, pardon. Bon, en fait, pour moi, je veux dire, il est important de revenir sur les enjeux, parce que quand on sait déjà que le retour de Laurent Gbagbo, de Charles Blé Goudin, en fait, ont changé le contexte politique et la situation. Donc, le PDCI, le FPI, le PPACI et le RHV vont devoir se livrer une bataille assez rangée quand on sait que ce sera une guerre des territoires. En prélude, Alain le disait tout à l'heure, en prélude à l'élection de 2025. Donc, chaque candidat va devoir aller défendre ses territoires pour son parti politique. Donc, partant de ce principe-là, je vais dire que le RHDP aujourd'hui, en choisissant des visages connus de la scène,
En fait, ils font en sorte d'envoyer les meilleurs chevaux, je ne pourrais pas dire les meilleurs éléphants, sur le terrain pour aller combattre pour leur drapeau. Donc je pense que c'est dans ce contexte-là qu'on s'inscrit. Et dans cette optique, les RD ne veulent pas prendre de risques. Ils envoient des gens connus, qui ont une base solide, qui ont un ancrage avec les populations locales. Même si certaines voix s'élèvent pour dire non, ils ne sont pas totalement d'accord et autres, j'avoue que c'est ça les enjeux réels. Ils n'ont pas envie de perdre. Alors je disais, ils auront en face d'eux des... On est en attente aussi de la publication de la liste des autres partis politiques tels que le PDCI, le PPACI et Le FPI. le FPI, voilà, d'Afi Nguessan. Mais je note juste que sur la question des régionales, peut-être que l'alliance tant citée entre le RHDP et le FPI devrait attendre un peu pour l'heure. En tout cas, sur la question de région, c'est ce qui en ressort, puisque sur la région du Moronou, où M. Pascal Afi Nguessan est d'ailleurs président de région, on se rend compte donc que le RHDP a un candidat à la personne de M. Aondjo Nguessan. Voilà, donc c'est dit que déjà sur cette base-là, le RHDP a décidé en tout cas de mettre son cheval sur le terrain. Et à ce niveau, je pense que la bataille risque aussi d'être assez rude pour le candidat du RHDP parce que Pascal Afi Nguessan, en dépit de tout ce qu'on peut bien pouvoir constater durant ces dernières années, le fait que le FPI a été, avec le retour de Laurent Gbagbo et la création du PPACI, assez fragilisé dans certains endroits, mais continue en tout cas de tenir. Et je me dis que c'est quand même un gros morceau pour le RHDP dans le Moronou. C'est vrai qu'il y a certains ici sur la liste, quand on regarde sur les 39 régions, qui partent avec les faveurs, je dirais, des pronostics, parce que vraiment, ils sont fortement ancrés dans la zone, ils sont bien assis. Mais il y a d'autres qui, à mon sens, devront vraiment batailler dur, retrousser les manches, si tant est qu'ils veulent vraiment devenir président de région. Oui, c'est le cas justement du ministre Touré Mamadou dans le Haut-Sassandra, face quand même à un éléphant du PDCI, Alphonse Guigué-Madi. Et il y a d'autres régions qui seront également disputées, notamment celle du Béquet, je crois, Boaké, dont le président déchu est décédé, M. Amangoa, et la région avait été placée sous tutelle. Donc il y a un enjeu politique très fort dans une région qui est à la base PDCI, mais l'électorat a dû changer au fil des années compte tenu du nouveau positionnement du PDCI. Il y a également la région de San Pedro qui est dirigée par le PDCI et puisque ce matin, la une d'un quotidien, Le Patriote pour le citer, parlait de 31 régions à contrôler. Donc il faudra forcément enlever la victoire dans ces autres régions-là. Donc ce sont des élections quand même difficiles. Hein. Je pense que rien n'est gagné, rien n'est acquis à l'avance. Oui, pour revenir sur ce que Élisée disait tout à l'heure relativement à l'alliance entre le RHDP et le FPI, moi je pense que cette alliance est toujours possible, d'autant plus que c'est vrai, chaque parti politique va donc sortir la liste de ses candidats, mais tant qu'une candidature officielle n'a pas encore été validée au niveau de la CEI, on peut s'attendre éventuellement à avoir une alliance entre le FPI et le RHDP pour une alliance unique, une candidature unique en fait au niveau de la CEI. Ça c'est vraiment ce que je pense. Hein. Je pense que tout est toujours possible. Si cette alliance était par exemple possible dans le Moronou, je pense que le... Vous n'allez pas donner candidat. Je pense que les discussions peuvent être toujours en cours et on verra au final quel est le candidat qui sera donc déposé au niveau de la CEI. Mais le problème c'est que quand tu regardes l'alliance qui s'est passée au niveau de Cocody, c'est parce que depuis des années, quel que soit ce qui arrive, le candidat qui est en face du candidat du PDCI, il perd. Donc je comprends que quand on est sur ce genre de terrain, il est mieux de s'allier. Mais ce n'est pas dans des zones où nous sommes confortablement assis. Ce n'est pas là qu'on va faire alliance pour partager son gâteau avec quelqu'un. Non, mais à un moment donné, l'alliance doit répondre aussi à une certaine vision, une certaine cohérence. On ne peut pas dire on va être allié à Cocody et puis on va aller s'affronter dans le Moronou. Pour moi, ce n'est pas du tout logique. Il n'y a rien d'utopique dedans. Si on va dans une alliance, il faut que l'alliance en fait soit homogène. Mais si l'alliance doit être homogène, je pense que si le FPI a demandé une alliance avec le RHDP, à un moment donné, on devrait faire l'alliance un peu partout. Mais pendant qu'on parle d'alliance, tu ne peux pas me sortir la liste de ton candidat qui va venir me combattre dans ma région. Je pense que il m'étonnerait que le RHDP retire la candidature de son candidat dans le Moronou. Donc cette alliance-là, elle est peut-être faite selon des objectifs. Les régions, oui. Voilà, selon l'élection et selon les... Maintenant, si M. Afi perd cette région, je pense que politiquement, ce sera quand même des aveux pour lui. Et j'espère qu'un arrangement pourra se trouver. Moi, je voulais juste relever un point quand même, ce que je trouve un peu comme excusez le terme, anomalie démocratique. J'ai vu la liste des candidats. Il y a quasiment une douzaine de ministres en fonction. Il y a le chef du gouvernement qui est candidat
à ces élections régionales. Il y a même 2 présidents d'institutions. Voilà, 2 présidents d'institutions. 3 présidents Est-ce d'institutions. qu'on n'a pas le sentiment de trop en mettre sur la barque? Parce que quel temps on a pour gérer une région? On dit élection régionale. Et je pense que ces élections, et je le dis pour l'ensemble des partis politiques, devraient être d'abord l'affaire de ceux qui ont un ancrage local. Or, la plupart de nos politiciens ou hommes ou femmes politiques sont profilés abidjanais, là où il faudrait, pour des élections régionales, peut-être choisir le profil de personnalités qui sont sur des territoires, qui y habitent et qui sont au contact quotidien des électeurs. Parce qu'on ne peut pas cumuler tout, être ministre, président de conseil régional ou maire, etc. Je pense qu'il faudra peut-être dans les années qui viennent, très rapidement, qu'on revoie ces dispositions de la Constitution afin qu'on puisse donner au maximum d'Ivoiriens et d'Ivoiriennes des responsabilités politiques pour ne plus que ce soit toujours les mêmes qui soient toujours en train de cumuler des fonctions politiques. Très bien. Alors, Moi, je suis alors, d'accord dirais- avec toi, je- mais non, en moi, fait, je dirais oui ou non. Parce qu'au final, ce sont des têtes de liste en fait, qui ont été dévoilées. Mais ceux qui vont aller rapporter en fait, la victoire, c'est toute une liste en fait. Mais Donc, c'est pas tu une peux être- personne. Voilà, c'est pas une Oui, mais personne. donc, il y a eu Donc, tu tromperie. peux Donc, être, dans ce cas, tu pourquoi peux on met être quelqu'un tête de liste, tu peux Oui. être tête de liste. Et après, on mais quitte dans pour la liste, laisser. ça sera donc des personnalités qui seront, Oui, qui oui, je auront un vois. ancrage fort au niveau local. Parce qu'on sait très bien que quand on est Premier ministre, on ne peut pas en même temps cumuler le poste de président. Il y a du conseil. incompatibilité. Voilà, Oui. il y a incompatibilité, donc du coup, on va céder son siège. C'est le cas aussi pour le ministre-gouverneur Dosso Moussa, qui aujourd'hui est candidat, mais on sait très bien qu'on ne peut pas cumuler le poste de ministre-gouverneur avec Alors, le poste de oui. président de conseil C'est ça, régional. alors, donc, dans ce cas, je pense qu'on a encore des progrès à faire et il ça. faut le faire. Peut-être mettre des dispositions qui prévoient que 3 ou 6 mois avant, celui qui est ministre, par exemple, au gouvernement, démissionne s'il envisage d'aller chercher un mandat local. On Mais ne ça, peut c'est des pas choses à cumuler. envisager. Mais C'est bien des sûr, il choses faut à le envisager, faire. mais on Non, sait très bien comme comment il dit, fonctionnent nos il faut le populations. faire. Comme il C'est dit, quand c'est le comme ministre dit qui va Alain. sur le terrain, les populations ont plus en fait Oui, mais d'engouement. ce qu'Alain- pouvoir non, voter ce pour qu'Alain- eux. Moi, Moi, je vous parler tous Sur le- ensemble. Vous parlez tous Comme ensemble. ce que Alain dit, comme il le dit, ça peut s'entendre. Mais je veux dire, d'entrée de jeu, je le disais, aujourd'hui, on va assister à une guerre des territoires. Donc, aucun parti ne va mettre en griffe un canard boiteux dans cette élection. Mais il n'y a Donc, pas on va de mettre... canard Non. boiteux en région. Ce sont des gens qui connaissent les Comment- Non, territoires. pour dire, non, je vais plus loin, parce qu'en mettant, que ce soit des ministres, gouverneurs, mais ils ont un ancrage fort, parce qu'ici, ils sont arrivés à ce niveau, c'est parce qu'ils avaient un ancrage réel avec les populations de ces régions-là. Donc, sûrement, en les mettant ensemble, forcément, ils vont gagner, et finalement, quelqu'un d'autre sera choisi pour gérer, pour que la tête des listes puisse venir gérer ces occupations. Alain, Non, Alain, non, non, Alain non. parle un Je peu de- termine, Alain- s'il vous plaît, Oui, si vous terminez. permettez. Maintenant, je veux dire, comme tu le dis, c'est des choses qu'on peut envisager dans le prochain code électoral, dans la prochaine constitution. Pourquoi pas? Mais ça s'entend. Voilà. Non, sur la question du ministre-gouverneur, je ne suis pas trop d'accord. Je ne suis même pas d'avis avec Daouda. Le ministre-gouverneur, ce n'est pas parce qu'il a un ancrage qu'on l'a mis ministre-gouverneur. Ça n'a rien à voir. Le Non, je ne parle pas des ministres, je parle des candidats. a été Voilà, nommé je parle des candidats. par le président sur la base de, des raisons qui lui sont personnelles. Mais concernant ce qu'Alain a dit et que moi j'épouse, parce qu'en fait, arrivé à un moment, il faut que, comme je le dis très souvent, nos discours cadrent avec nos actes en fait. Aujourd'hui, on est dans une dynamique et je prends au mot le président de la République, le chef de l'État, quand il dit qu'il veut qu'on passe à un renouvellement de génération dans la vie politique ivoirienne. Je crois que c'est ces genres de situations, d'élections-là, qui sont le terreau fertile pour commencer l'amorce de ces changements de génération. Bien sûr. Mais si déjà c'est des mêmes personnes qu'on voit depuis près de 15 ans, depuis près de 20 ans, qui sont relancées. Aujourd'hui, par exemple, moi je salue la candidature par exemple de Touré Mamadou à Daloa. Tout à fait. Vraiment, c'est un jeune et puis on veut vraiment montrer qu'un jeune peut aller ça c'est quelque chose qu'on peut saluer. Mais des gens qui sont là depuis près de 4 ans, 4 décennies, 3 décennies, 2 décennies, toujours là et qui cumulent des postes, c'est plusieurs postes. Je crois qu'aujourd'hui on est en Côte d'Ivoire, pour moi, ce sont les machines politiques qui font avancer et qui font gagner les candidats. Même si vous ne mettez pas un ministre, que vous mettez quelqu'un qui, lui, a une certaine représentativité Sur le dans la territoire. région, donnez-lui les moyens, il remportera l'élection. Bien sûr. On sait comment ça se passe. On sait comment ça. Mais c'est ce que je dis, voilà. C'est ce que je dis, voilà. Donc, je suis sûr qu'il gagnera les élections. Et on ira dans cette démarche-là de vraiment renouveler la génération politique de notre pays. Je crois que c'est déjà là qu'il faut commencer. Très bien.
Message de Dominique Yaba sur nos pages des réseaux sociaux. Combien y a-t-il de femmes sur la liste du RHDP? Une seule. Une seule. Oui, On l'a dit pour répondre à La la question. ministre Anouloto, qui est candidate dans le Georgette Cavalier. Eba Akissi donc s'adresse à Alain Toussaint en faisant référence justement à ce qui se passe en France, en disant en France, les ministres démissionnent de leur poste. Merci. Le ministre se porte candidat. Quand il gagne, c'est le suppléant qui gère la région et c'est lui qui reste au gouvernement. Oui, mais de toutes les façons, il y a un certain nombre d'anomalies dont nous avons hérité de la France. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'en France, des ministres peuvent cumuler que nous sommes obligés de faire. D'autant qu'on sait les échecs ou les situations un peu embarrassantes que crée ce type de cumul-là. Par contre, en France, vous ne verrez pas un DG d'entreprise publique candidat à une élection. Parce que quand on est en charge de l'intérêt de l'État, on ne va pas compétir, etc. Donc, faisons le bon choix. On regarde ce qui marche ailleurs et on essaie de le dupliquer chez nous, ici, ou alors on réinvente nous-mêmes notre propre façon de vivre notre vie démocratique. Ou bien, si tu es ministre, là je lis le message de Cheikh Mandé Diatta Cissé, ou encore tu es ministre, si tu perds l'élection à la régionale, ben, tu cèdes ton fauteuil. Oui, mais tu vois, moi je veux dire, au-delà, qu'on le veuille ou non, 2025, on a l'impression que 2025 c'est loin. Mais c'est juste après-demain, c'est juste dans quelques jours. Donc, aucun parti en Côte d'Ivoire ne va prendre des risques d'aller prendre quelqu'un dont il n'est pas sûr qu'il peut gagner. Non, mais Élysée l'a déjà dit, il n'y a pas de risque. Non, il y a un risque. Non, c'est l'étendard du parti qui fait l'élection. Ce n'est pas l'individu seulement. Monsieur Alain, c'est dans l'absolu. Monsieur Alain, on ne va pas se voiler la face en Côte d'Ivoire. Qu'on le veuille ou non, on parle de l'étendard du parti, mais nous tous, on est contemporains de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. À un moment donné, en Côte d'Ivoire, c'est le visage de quelqu'un, c'est la personne de quelqu'un. Oui. C'est son leadership. C'est son leadership qui porte. Donc, on ne va pas nous dire, on va pas nous faire la morale pour dire oui, c'est le parti et autres. Après, il faut faire le distinguo entre ce qu'on souhaite, ce qu'on pense et ce qui est la réalité. Et ce qui est la réalité. Voilà. Oui, moi je veux suivre la logique de Daouda. Ceux qui aujourd'hui même sont là, ça fait 2 ans, ça fait 2 décennies, ça fait 3 décennies. Comment ils sont arrivés là? C'est parce qu'un jour, on les a proposés. Oui. Ils ne sont pas là depuis 1960. Bien sûr. C'est parce qu'un jour, on a estimé qu'il fallait qu'on change. Justement, est-ce que là, quand ils étaient là... Non, je réponds. J'ai une question pour Élysée. Justement, à propos du contexte évolué, est-ce qu'à l'époque, il y a 2 décennies, est-ce qu'il y avait par exemple ce challenge-là, de sorte qu'on soit obligé d'aller... C'est comme si on va à une compétition, si on joue un match de région, on peut mettre l'équipe B, mais là, quand on va en Coupe du Monde, on est obligé de chercher des pros pour pouvoir avoir des visages forts. Parce que moi, je suis surpris quand vous tous vous dites aujourd'hui... J'ai été l'adepte sur ce plateau de dire à un moment, il faut qu'il y ait un renouvellement de la classe de génération en politique. On m'a combattu. Je suis surpris qu'aujourd'hui, ce soit Élysée Boulougbe qui soit l'adepte de dire non, il faut changer. Non, mais c'est la preuve que les choses évoluent. Non, les choses ont évolué. Quand lui, il parle de renouvellement des générations, c'est M. Ouattara, M. Gbagbo et M. Bédié. D'ailleurs, ça n'a absolument rien à voir avec les élections locales. Donc, on est en train de parler justement des élections locales. Les élections locales, il y a des militants de partis politiques, RHDP, PDCI, PPACI et autres, qui sont sur le terrain, qui connaissent les territoires, à qui on devait donner des responsabilités. Parce que quand vous mettez un ministre tête de liste, vous pensez que c'est parce qu'il est ministre qu'il gagne? C'est parce qu'il y a des gens qui sont là au quotidien, qui font le boulot. Lui vient juste avec sa casquette, l'étiquette de ministre, et peut-être apporter des ressources pour financer la campagne. Justement, ça va être ma question, Daouda, ça va être ma question pour Alain. Vous avez l'impression que lorsqu'on met un ministre, la tête de liste, c'est quoi les motivations? Est-ce que c'est parce que c'est l'homme le plus compétent, il a des ancrages ou qu'il y a quelqu'un... Selon vous, quelles peuvent être les motivations pour qu'on choisisse quelqu'un? Dans l'imaginaire populaire, le ministre a beaucoup de pouvoir, il a la notoriété, il est proche du président, donc il peut faciliter les choses. Mais je pense que ce n'est pas le ministre qui fait le boulot. D'ailleurs, vous verrez au lendemain des régionales, ils vont tous démissionner, comme cela a été le cas sous Bédié, sous Gbagbo et sous d'autres. Oui, voilà. Il faut laisser les territoires à ceux qui sont sur le terrain. Donc, je crois que c'est leadership. Du pareil au même. Non, c'est pas du pareil au même, justement. Pour répondre à la question que vous avez posée à Alain, moi, je pense que le choix déjà d'un ministre, d'un président de conseil régional et autres, c'est vrai, au-delà de la notoriété et autres, tout ça, on se dit dans l'imaginaire populaire, c'est quelqu'un qui est proche de l'exécutif. C'est ça, du président. Donc déjà, le fait qu'il soit proche de l'exécutif, on a cette possibilité-là d'avoir un certain nombre de financements et d'actions qui peuvent nous arranger. Donc on positionne celui-là. Et généralement, tu vas attendre les discours
que le chef de l'État, il écoute vos... En tout cas, on va transmettre ce que vous avez dit au chef de l'État. Donc, du coup, on se dit... clairement entendu des leaders politiques Mais ici en train de dire, donc, on se dit qu'en mettant quelqu'un... Voilà, donc en mettant un ministre, c'est vraiment pour envoyer un message dans l'opinion, pour dire que voici des gens qui sont dans les équipes, qui sont même proches du premier des Ivoiriens, et qui peuvent donc chuchoter à l'oreille du premier des Ivoiriens et avoir des projets. Et ça, c'est souvent des arguments de campagne. Bien sûr. Mais dans la réalité... je vais me tourner vers Alain pour dire à Élysée, donc Alain, on est vraiment dans une forme de tromperie. Mais je pense bien, malheureusement. Et en même temps, c'est à double tranchant, parce que quand le ministre perd dans sa région, c'est un désaveu pour le gouvernement et le président, vous voyez. Donc, je pense qu'il y a des jeunes ou même des hommes ou des femmes politiques d'un certain âge qui sont sur le territoire, qui connaissent les électeurs, qui sont avec eux au quotidien. Il faut essayer de leur faire vraiment confiance. Moi, je veux bien qu'on amène au front, comme on dit, des poids lourds, etc. Mais en même temps... le lendemain de l'élection, ils seront tous partis. Monsieur Alain, le problème, c'est qu'ici, qu'on le veuille ou non, que ce soit le PPACI qui vient d'entrer en ligne de compte, le COGEP qui est là, les autres partis qui sont là, mais personne ne va mettre... Les autres partis ont déjà montré les signes précurseurs pour dire on ne mettra pas d'outsiders, on va mettre des cadors. Donc, le parti au pouvoir aussi met des cadors en face d'eux. Il n'y a pas d'outsider dans une élection locale. C'est-à-dire quand vous allez dans une région comme Korogo, vous parlez avec un candidat, il connaît ses adversaires. Ça, c'est dans ce qui devrait être. Oui. Mais on s'est bien rendu compte que sur le terrain, il y a une donne que vous avez évoquée tout à l'heure et qui est dans l'imaginaire populaire. Oui. Donc finalement, on n'est pas toujours sur les grands principes. Oui, mais Brice, c'est que... Non, pardon, avant que je termine, voilà. Mais là aussi... on a quand même des faits, des factuels qui viennent contredire ce que vous dites. Parce qu'on a vu ici en Côte d'Ivoire, on a mis des ministres candidats qui ont échoué. Mais c'est vous qui avez parlé de l'imaginaire populaire. Oui, c'est ça. Dans l'imaginaire populaire, c'est le message qu'on veut lancer. Mais on s'est rendu compte dans les faits qu'il y a des ministres qui ont été candidats sur des élections ici qui ont échoué. Mais pourquoi ils avaient échoué? Parce qu'ils n'avaient pas l'ancrage local. Non, mais je t'explique maintenant pourquoi ils ont échoué. Oui. En tout cas, selon les informations en notre possession, l'une des raisons pour la majorité de ceux qui ont échoué en tant que ministres, c'est le fait qu'effectivement, ils n'avaient pas cette communion, cet ancrage-là avec les populations locales, qui, elles, ne se reconnaissaient pas en la personne, en cet élu. Mais les 31 personnes qui ont été nommées, personnalités qui ont été désignées par le RAGP aujourd'hui, mais quand tu regardes leur bagage, quand tu regardes leur background, est-ce qu'ils n'ont pas d'ancrage politique pour ce choix qui est là? Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes au sein du RAGP, quand tu appelles n'importe quel QG, mais... il y a quelques voix, mais tout le monde est heureux de voir... Personne ne met en question leur légitimité politique. On dit seulement que comme il s'agit d'élections locales, il faut faire confiance aux acteurs politiques locaux. Et le message s'adresse aussi bien aux responsables du PDCI que du PPACI et d'autres. Ouais. Voilà. Si nous étions à une réunion du parti et que vous évoquez cette idée-là, il faut faire, vous disiez tout à l'heure, il faut faire confiance aux acteurs locaux. Et puis quelqu'un comme Daouda va dire, attention, on peut faire confiance à Élisée Bologo, qui est un acteur local, mais dans l'imaginaire populaire, on verrait bien une Isabelle Vauvor, ministre, beaucoup mieux placée. Qu'est-ce que vous aurez à apporter comme argument? J'aurais dit qu'Isabelle est une Abidjanaise et qu'Élysée est sur le territoire, c'est lui qui est au contact quotidien des électeurs, donc c'est à lui qu'il faut donner moi, je vous répondrai, M. Alain, qu'Isabelle, elle parle dans l'oreille du président, le président l'écoute nuit et jour. Mais c'est surtout ce que les gens qui votent, c'est surtout ce que les gens qui votent pensent. Mais c'est l'erreur que vous faites. Vous pensez que parce que celui qui est élu après les régionales n'est pas ministre, le parti laisserait la région en déshérence? Comme il n'est pas ministre, finalement, nous, on ne va pas aller... Mais M. Alain, l'expérience a montré en Côte d'Ivoire ici qu'on a vu beaucoup de partis, même M. Kalou Bonaventure était sur ce plateau, dans le sans langue de bois avec André ici, il a dit clairement, il a été maire, souvent pour avoir des financements, c'est compliqué. Donc finalement, il a voulu se rapprocher... Anomalie démocratique, l'État ne fait pas le tri. Maintenant, ça, c'est d'autres réalités. C'est là aussi, je dis, souvent, il faut être réaliste, il faut être concret. On préfère au moins quelqu'un qui parle au président, qui peut régler nos problèmes, qui peut nous envoyer des routes, qui peut nous envoyer des ponts. C'est mieux que de dire un inconnu, c'est vrai, le parti... Non, comme inconnu, on ne parle pas de... Non, façon de parler. Mais je ne pense même pas que le président raisonne comme ça. Je ne pense pas que le président de la République se lève le matin en disant je vais chercher le président de région RHDP pour aller faire des ponts là-bas. Je pense que la Côte d'Ivoire est on est d'accord avec vous. Justement que le président ne réagit pas comme ça, le parti ne réagit pas comme ça. Mais à un moment donné, ceux qui votent
pensent des choses comme ça souvent. Oui, mais parce qu'on leur a fait croire des choses qui ne sont pas vraies. Donc il va falloir travailler. Travailler On pour va dans la changer cela. Mais perspective. c'est le travail des médias de dire votez pour des gens qui sont sur le territoire, que vous rencontrez au marché, dans la rue de votre ville. Ce sont ces gens-là qui sont vos vrais interlocuteurs. Élisée, 15 secondes, on va Oui, terminer sur le 15 sujet secondes. avant de venir à Isabelle. Oui, moi je pense que ce qu'on est en train de ce sur quoi on est en train de spéculer relève un fait pour moi. Cette capacité qu'ont certains de nos leaders à exprimer ce leadership et à passer la main, à passer le flambeau. Parce que moi, je ne pense pas que ce soit le mérite pour un leader de rester là pendant 40 ans, pendant 30 ans à la tête de la région et puis il dit non, je suis méritant. Pour moi, c'est faux. Pour moi, un bon leader, c'est Comme dans le quelqu'un Haut-Sassandra, qui, il est là-bas au bout depuis 30 ans. de quelques années, arrive à transférer ce leadership-là sur certaines personnes qui Mais ont Élisée, cette qui capacité de sommes-nous? prendre le relais. Qui sommes-nous? Donc moi, je me dis que ça... Non, je ne suis Vous pas en train de dire terminez, qui sommes-nous. Élisée, Voilà, vous je terminez. me dis que ça aussi, on doit pouvoir orienter la réflexion dans ce sens-là. Si tant est que la vérité ou bien l'objectif, c'est de vraiment régénérer notre personnel politique, je crois qu'il faut qu'on essaie aussi, à notre niveau, Très bien, Élisée. d'avoir la réflexion dans ce sens. Moi, je veux dire, je comprends ce que tu dis, mais le RAGP, je pense que c'est un parti qui est assez sérieux. On ne va pas me remettre en... Personne n'a dit le contraire. Mais justement, je personne- n'ai pas dit que personne tu ne met l'as en dit. cause. Moi, je l'affirme. J'ai dit c'est un parti sérieux. On ne va pas venir mettre en cause le choix de leurs candidats et des personnes. Parce met pas en qu'à vous cause, entendre, vous mettez en cause... Non, vous- vous avez le droit de dire. Vous avez le droit de Non, non, dire. ça a été une conclusion hâtive, ça n'a jamais été le cas. Vous avez le droit de dire que c'est un parti sérieux, ça c'est vous. qui va On fait de même l'analyse. au-delà Voilà. du RHDP parce que malheureusement c'est un comportement qui est prégnant et qui concerne tous les partis On politiques. n'a jamais remis en Vous cause allez le voir la choix. liste du PDC, Non, pas ils du vont tout. nous sortir des vieux chevaux. Au PPACI, il y aura certainement d'anciens ministres sous Babo qui vont revenir, là où quand même pendant 10, 15 ans, il y a des Gens qui étaient sur le terrain, dans les localités qu'on fait qui vivre étaient le sur parti. terrain. Ça, Donc c'est très bien. vraiment un Mais propos ça s'entend, général. en tout cas. C'est un propos de portée générale, ça C'est n'a pas rien faux. à voir avec un parti politique. Ça, c'est pas faux. En tout cas, je me permets, hein, c'est ma touche là, quand même, d'avoir toujours des petites images insolites comme ça. Une chose est sûre, sur l'image que nous avons, pour être candidat, il faut une condition sine qua non. Je vous mets au défi un petit challenge. On voit l'image de... C'est de porter des lunettes. Exactement là. Donc je suis candidat, Élisée, nous sommes candidats. Ouais, on gagnera. Et on gagnera. Bravo. Ça fait l'idée qu'ils soient à la maison. Hein. J'ai remarqué ça tout de suite. Bon, c'est bien. Mais là. je pense qu'il y en a qui ne portent pas de Vous lunettes. avez- Non, vous sur avez- le point de vue, on sur parle la- de l'image sur derrière. l'image là, C'est pour y voir plus clair. Voir loin et bien. Isabelle, pendant qu'on y est, on a quasiment un scoop. Hein. Oui. La liste des municipales est tombée. Oui, alors la Du liste côté du des- RHDP. Exactement, du côté du RHDP, elle vient de se faire sortir donc la liste de ces 201 candidats pour les municipales. Donc peut-être si vous pouvez citer juste une commune, je vous dis qui sera le Plateau candidat. Fabrice Savignon. Ah, mais qu'est-ce que tu veux? On se posait beaucoup la question. disons, chez On se posait beaucoup la question de savoir qui allait partir à Port-Boué. C'est ça, Eh bien, Port-Boué, c'est ce que je voulais dire C'est juste. Konaté Ibrahim. Et Gagnoua, dites-moi. Alors, il faut que je cherche parce que c'est un peu C'est comme long. quand on cherche les admis du baccalauréat. Vous cherchez un nom. Allez-y. Bon, pendant qu'Isabelle retrouve. Mais C'est quand même 201 communes. hein. 201 Ouais, c'est quand même communes, beaucoup, oui. Chercher à la lettre G. Mais, ah, Oui, oh, voilà, je plaisante. Gagnoua, alors c'est monsieur Issouf Diabaté. Ah oui, le maire C'est l'actuel. Voilà, Ouais, c'est ça. L'actuel mec qui est reconduit. Très bien. Très bien. Alors les amis, nous on va marquer une courte pause. On va aller au JT, revenir pour la suite du Grand Talk. Notre invité sur cette deuxième partie, Monsieur Kwasi Diané, il est responsable de l'information scientifique au C'est Madame Kwasi Diané, pardon, Madame Kwasi Diané. J'étais focus sur la liste d'Isabelle. On veut plus de femmes. Donc, Plus Plus de femmes. C'est ça. allez. Nous, on est présents sur le plateau. Il y a Élisée Boloubeu, il y a Daouda Koulibaly, Isabelle Vauvor est à ma droite. Et à la droite d'Isabelle, il y a Monsieur Alain Toussaint. Nous a rejoint sur le plateau du Grand Talk, je vous le disais. Madame Diane Kwasi, elle est responsable de l'information scientifique au CNTIG, qui est le Comité national de la télédétection et d'information géographique. C'est à la faveur de l'organisation du 6e Salon international de la géomatique. Très bien, bonsoir madame. Bonsoir, monsieur. Merci d'être présente sur notre plateau. On présente d'abord le Comité national de la télédétection et d'information géographique. Globalement, vous vous occupez de quoi? Alors, le Comité national de télédétection et d'information géographique, d'abord, il faut savoir que c'est une structure sous la tutelle de la primature et qui œuvre à la modernisation de tout ce qui est vulgarisation de la géo-information. Donc, on s'occupe vraiment de proposer des solutions d'aide à la décision à toutes les structures qui veulent justement gérer efficacement toutes leurs préoccupations. De façon concrète. Donc, de façon concrète, on développe des solutions
d'aide à la décision. Je peux prendre par exemple Voilà. le cas de la carte scolaire, qui est un outil que nous avons développé pour le ministère de l'Éducation nationale pour les aider à vraiment se projeter dans le temps et justement estimer les besoins futurs en matière de construction, de salles de classe, etc. Je peux prendre aussi l'exemple de e-commune, qui est une solution phare pour toutes les communes, qui permet aussi de se projeter dans le temps, mais en se basant sur ce que la commune a. Donc, à travers cette solution, on leur permet de justement géolocaliser les activités des contribuables et de pouvoir savoir quel est le potentiel qu'ils peuvent avoir chaque année. Bon, j'aurais pu dire, hein, le CNT, Gamba, j'allais signer le labo du futur, parce qu'on a imaginé qu'il y a des cerveaux qui pensent aux choses de demain. Effectivement. Ouais. Alors, ça existe depuis quand, cette structure? Le CNTG existe depuis 1992. D'accord. Alors, c'est les ministères qui vous sollicitent ou vous vous auto-saisissez pour aller vers les ministères? Ben, ça va dans les deux sens. On se déplace vers eux et ils se déplacent aussi vers nous. Mais je tiens à mentionner que ce n'est pas seulement les ministères. Exactement. Voilà, des structures publiques aussi peuvent nous rapprocher, les ONG. Voilà, nous développons toutes sortes de solutions pour toucher toutes les... Il y a un mot qui a retenu mon attention, c'est quoi la géomatique? La géomatique, pour faire simple, ce sont les outils et les méthodes qui sont utilisées pour pouvoir collecter, traiter, ainsi que diffuser de l'information géographique. Est-ce que vous intervenez dans le cadre de l'adressage, projet d'adressage de la ville d'Abidjan ou même des villes du pays? Il y avait un projet justement pour intervenir dans ce cas-là. Et quel devait être votre rôle ou quelle mission vous avez dans le cadre de ce projet? Justement, dans le cadre de ce projet, il était prévu une phase pilote, c'est-à-dire se mettre avec les autres structures telles que l'IGN-FI pour justement contribuer au développement de cet adressage-là. Alors pourquoi est-il aussi difficile d'adresser nos rues de Côte d'Ivoire alors qu'il y a un comité apparemment composé de spécialistes? Quelle est la difficulté à tracer des rues, à les nommer, à identifier des zones géographiques? Bon, je ne pense pas qu'il y ait une véritable difficulté. Je pense que tout part d'une décision de le faire et puis de s'y mettre. Et puis vous, à votre niveau, hein, si on vous sollicite pour pouvoir apporter des solutions, parce qu'on pense à beaucoup de choses en même temps. Et d'ailleurs, on va revenir au salon qui se tient, donc c'est la 6e édition du Salon international de la géomatique. Daouda, vous avez une question sur... Oui, concernant ce salon qui va se tenir, la 6e édition, à quoi est-ce que le public doit s'attendre? Les Ivoiriens doivent s'attendre pendant ce salon? Est-ce qu'il est ouvert au public? Il est ouvert à tout le public. Très bien. Alors nous avons les élus locaux qui sont concernés, les structures publiques, privées, les experts même de la géomatique qui sont aussi concernés. Et vraiment le thème de ce salon, c'est quel apport des solutions de géo-information à la gestion des communes africaines pour un développement local, durable, pardon. Et ce thème-là, en fait, vient d'un constat. Il y a des statistiques qui ont été faites par les institutions internationales qui disent qu'en 2050, nous aurons un taux d'urbanisation de 60%. Et face à cela, il est important que les élus locaux commencent à trouver des mécanismes, des moyens de se développer et même de gérer efficacement leur territoire. Et pour cette 6e édition, puisque vous êtes à la 6e édition, quelles sont les innovations de cette année? Justement, on va vous inviter à venir pour que vous puissiez voir ces différentes solutions. Mais moi, j'aimerais que vous séduisez moi pour que je puisse venir. Oui, effectivement, nous avons énormément de solutions pour pouvoir justement gérer cette problématique. Nous avons l'utilisation justement de la géo-information, voilà, qui est un ensemble de technologies pour pouvoir maîtriser son territoire et même pour pouvoir aussi créer des ressources et le développement justement des différentes collectivités territoriales. Très bien. Donc on aura la géo-intelligence qui va être utilisée, qui va être discutée, débattue. On va parler aussi du big data, de l'intelligence artificielle, vraiment d'une panoplie de technologies. Et on souhaiterait vraiment la présence de tout le public. Je peux vous assurer qu'après cette explication, Daouda est séduit. En tout cas, non, je suis séduit, ne vous inquiétez pas. Je veux juste savoir, vous avez expliqué que ça va s'adresser en majorité aux collectivités territoriales. Hein. Moi, est-ce qu'en mettant un tel thème, ce n'est pas un aveu du fait que peut-être les collectivités territoriales jusque-là ont été abandonnées dans la quête de solutions pour apporter éventuellement, ou bien dans la quête de solutions, oui, pour apporter un bien-être à ces populations-là? Est-ce que ce n'est pas un peu un aveu de ce que, depuis des années, les collectivités territoriales ont été abandonnées à elles-mêmes?
Bon, je ne peux pas vraiment dire que c'est un aveu qui est un abandon, mais je sais qu'en tout cas, le CNTG, depuis le début, depuis 2013 surtout, a vraiment axé son focus sur les collectivités territoriales parce que ce sont ces collectivités-là qui ont vraiment un besoin criard de ressources. Et aujourd'hui, quel bilan vous faites de 2013 à aujourd'hui? Cet apport, cet appui aux collectivités territoriales, quels sont les résultats probants que vous pouvez nous proposer? Justement, concernant ce qu'on peut dire comme bilan, il faut dire qu'il y a eu vraiment des communes qui ont eu des gains de plus de 200-300%. Parce qu'elles avaient une méconnaissance au départ de leur territoire. Et le CNTG, à travers le volet géolocalisation, a pu leur permettre de maîtriser les ressources propres de leur commune pour pouvoir justement se projeter dans le temps et vraiment acquérir ces ressources pour le développement communal. Très bien. Alors, on avait demandé hein, que le public vienne. On a un peu évoqué de façon très concrète, quand on arrivera, il y aura des stands. J'ai vu un volet exposition. Il y aura des stands qui sont animés par qui? Ben, ce sera des stands animés par des structures, des entreprises, experts en géomatique, voilà. Public, Donc, privé. Public comme privé. Très On bien. aura même des personnes qui viennent de l'extérieur parce que ce salon-là va accueillir plus d'une cinquantaine de pays. Voilà. Est-ce que vous coopérez avec des institutions de ce type de la sous-région, notamment CEDEAO? Vous avez des institutions similaires? Est-ce qu'elles sont invitées également? Oui, elles sont invitées. Elles sont toutes invitées. Vraiment, on a ratissé très large pour avoir le maximum de personnes. Aujourd'hui, hein, pour la plupart sur le plateau, je ne sais pas, c'est un aveu pour utiliser une expression d'Élisée Boloubeux, il y a un grand aveu sur ce plateau. On découvre, nous tous, hein, enfin pour la plupart, la géomatique. Est-ce qu'il y a des efforts qui sont faits justement pour que cette notion-là soit beaucoup plus accessible à tous? Ben, le Salon international de la géomatique est à sa 6e édition. Exactement. Et justement, quand nous avons commencé, en 2014, l'objectif était de vulgariser cette science qui apporte énormément de choses dans le monde. Ah oui, on le constate. Et il y a vraiment matière à l'implanter ici, à la vulgariser ici. Et il faut dire que la première édition, ça a vraiment amené le développement justement de ce domaine-là ici. C'est maintenant qu'on parle vraiment de géomaticien. Voilà, il n'y avait pas une carrière en géomatique. Justement, ça va être ma prochaine question. Comment on fait quand on veut s'intéresser à la géomatique, quand on veut être géomaticien? Comment, pour les jeunes qui nous regardent aujourd'hui, que vos explications, utiliser une expression, ont séduit, qu'est-ce qu'ils font? Ben, si on veut être un géomaticien, il suffit d'aller à l'INPHB. Il y a maintenant, il y a une filière. Voilà, il y a maintenant une filière qui est spécialisée dans ça. Géomatique. Alors, on aurait dû poser la question de l'édition précédente. Comment elle s'est déroulée? Est-ce qu'il y a eu un bilan? Il y a eu des conclusions? Comment ça s'est passé, l'édition, la 5e édition? Bon, à chaque édition, il y a toujours des bilans. D'accord. Il y a vraiment un rapport qui est lu à la fin. Il y a ce qu'on appelle les assises du salon. Donc, c'est rédigé et puis ça permet justement de vulgariser ce qui a été récolté en termes d'acquis. L'édition précédente, vous avez eu combien de participants? Et pour cette édition, vous attendiez combien de participants? L'édition précédente, on a eu plus de 1500 participants. Voilà, est-ce que vous avez l'impression que les conclusions de l'édition précédente, est-ce que vous avez l'impression que la géomatique, les conclusions de vos salons sont appropriées par les personnes qui viennent ou par les décideurs Tranquillement. Ok. Voilà. Je vais valider la réponse. Allez-y. Alain? Juste savoir si vous travaillez avec des acteurs du secteur de l'immobilier, notamment les opérateurs, les constructeurs et autres, ceux qui aménagent également l'espace urbain et autres. Tout à fait. Effectivement, on travaille avec Vous des les vendez géomètres. Voilà, c'est ça, les géomètres et autres. Oui, oui. Vous les vendez. Nous sommes des vos partenaires. services. Vous vendez vos services à ces relais-là. Bon, si le besoin se fait sentir. Élisée? Oui, tout à l'heure, quand vous évoquiez, ou du moins quand vous répondiez à la question de Alain, vous indiquiez qu'il y avait un projet qui existait en son temps sur la question de... Il a parlé d'adressage des rues et autres, tout ça. Est-ce qu'on doit entendre que ce projet n'est plus d'actualité ou bien un projet en vue dans ce sens? Parce que j'ai cru entendre qu'il y avait un projet. Donc, je ne sais pas si c'est moi qui ai mal entendu ou c'est ce que vous aviez effectivement dit. Bon, je sais qu'il y avait eu un projet, mais je ne saurais vous situer... Jusqu'à là aujourd'hui. Mais aujourd'hui, est-ce que... je veux vraiment qu'on soit terre à terre, pour que ceux qui nous suivent comprennent un peu. La géomatique, si on doit la décortiquer,
pour permettre qu'on la comprenne, est-ce que c'est la géolocalisation? Est-ce que c'est la cartographie? C'est-à-dire qu'adresser des cartes, c'est quoi exactement la Connaissance géomatique? de l'espace, qu'est-ce que c'est? Donc, comme je le disais, la géomatique, c'est l'ensemble des outils et méthodes déjà pour collecter l'information géographique. Collecter l'information Allez, on va aller géographique. point par point. Collecter. On va évoquer la question de la collecte. Sure. Comment il se fait cette collecte? Ben, cette collecte, elle peut se faire par GPS. OK. Ok. Alors, en allant sur le terrain, en retranscrivant ce qu'on voit sur le terrain et en numérisant cette information-là. Et une fois qu'on a fait la collecte, il faut faire justement le traitement de C'est l'information. ça. Parce que souvent, on peut aller sur le terrain et puis se rendre compte qu'on a... Bon, il y a des doublons, C'est donc ça. on fait ce qu'on appelle un épurement des données. C'est ça. Quand on a fini d'épurer les données, à ce moment-là, maintenant, on fait ce qu'on appelle une numérisation pour pouvoir justement rendre cette information-là exploitable, la transformer en carte, etc. Maintenant, ce que je vais La mentionner, transformer c'est en que... carte. C'est ça. Bon, on peut transformer ça en carte. carte, Ok, mais aussi d'accord. on peut utiliser les informations pour faire ce qu'on appelle une cartographie dynamique, OK. Ça, pour les qui mettre peut dans être les utilisée GPS, comme voilà, dans les GPS, C'est ce que je etc. voulais comprendre. OK. Donc, la géomatique, ce n'est pas seulement la géolocalisation, mais il y a aussi le rattachement d'une information C'est ça. à la donnée géographique. Géographique, OK. Et c'est en se basant sur ces données et sur ces informations-là qu'on peut prendre des décisions éclairées. Très très bien. Alors en tout cas, on se rend compte, hein, il y a un vrai travail de pédagogie sur le plateau aujourd'hui. Hein. C'est clair. Mais il est important pour nos téléspectateurs de comprendre exactement ce que c'est que la géomatique. On a parlé de cette 6e édition du Salon international de la géomatique qui se déroulera où? Déjà, ça va se dérouler du 27 au 28 avril Oui. à Sofitel, Hôtel Ivoire. Ouais. Voilà, donc on vous attend massivement. Il y a encore des stands, donc vraiment c'est un message aussi pour que toute la population... Vu qu'on vous a, madame, hein, vous êtes une experte sur le plateau, on va vous poser des questions concernant la géomatique. Elle intervient également, parce qu'on parlait tout à l'heure d'élections, bientôt il y a les élections. Est-ce que la géomatique intervient dans une forme d'organisation, de gestion des élections? Territoire, en fait. Des territoires. Écoutez, la géomatique est utilisée aux États-Unis pour tout ce qui est prédiction électorale. Ah oui. Prédiction. Oui, tout à fait, parce que ça repose sur des données non, moi- géographiques. Je suis content de l'entendre. en Vous fait. êtes déjà une donnée géographique Très bien. par votre position. OK. On peut rattacher encore d'autres informations, votre âge, votre sexe, ce que vous aimez manger. Donc, toutes ces choses-là sont des informations capitales pour prendre des décisions éclairées. Là, je peux vous garantir, madame, que vous aurez beaucoup de participants à ce 6e salon. Parce que les élections, c'est pour le 2 septembre. En termes de chiffres, on a combien d'experts en géomatique en Côte d'Ivoire, par exemple? Ouh là là, ça, je ne saurais m'avancer. D'accord. Mais Alors, Je ne saurais m'avancer, mais c'est sûr qu'on a au moins une centaine. quand même. Alors, juste, quel est le parcours? Vous avez... C'est quel profil déjà? Bon, Pour les j'ai jeunes qui nous fait- écoutent, qui sont peut-être J'ai passionnés fait par un le sujet. bachelor degree en génie informatique Très bien. D'accord. à Polytechnique à Montréal. Ensuite, j'ai fait un cycle supérieur au HEC à Montréal. Et puis, bon, j'ai commencé à me passionner par Par le sujet. la géomatique. Voilà. Très bien. Très bien. Bon, Isabelle, sur le plateau, elle est fervente défenseur, pardon, j'ai cherché le terme en version féminine, je ne l'ai pas Avec trouvé, un E à la fin. du genre. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui s'intéressent à la géomatique, vu on utilise des données aujourd'hui? Oui, je dirais que oui. Puisque déjà, même au niveau du CNTG, on a quand même une bonne partie des femmes qui s'intéressent à la géomatique, qui sont des cartographes, etc. Il y en a. Très bien. Allez-y, C'est allez-y. bon? OK. D'accord. On sait généralement que la Côte d'Ivoire, en tout cas en termes de... Sur certains plans, en tout cas, est leader dans la sous-région et pour beaucoup de situations. Est-ce qu'aujourd'hui, concernant la géomatique, on peut dire que la Côte d'Ivoire est un pays, je dirais, quand même qui, devant plusieurs, est bien positionné dans l'environnement sous-régional? Je dirais oui, parce que le CNTG a réussi déjà à exporter son expertise C'est ça. au Congo, au Tchad, au Niger. Donc, tranquillement, on est en train de prendre du terrain. Mais aujourd'hui, quels sont les défis du CNTIG auxquels vous êtes confrontés? Quand on sait que, par exemple, vous disiez tout à l'heure aux États-Unis, on peut faire des prédictions au niveau de l'élection, ça veut dire qu'ils ont la technologie pour. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez des défis
Et Parce qu'est-ce que la vous question vous que je êtes- m'étais posée, c'est pourquoi depuis, on On a- n'utilise ça- pas les services du CNTIG pour faire ces mêmes prédictions? Est-ce que c'est parce que il manque quelque chose? Bon, vraiment, je pense que On utilise. c'est utilisé. D'accord. Voilà, c'est utilisé. On va retenir cette réponse-là. Le salon donc, international de la géomatique 2023 se tiendra donc du 27 au 28 avril 2023 au Sofitel Hôtel Ivoire Abidjan sur le thème Géo-intelligence et gouvernance des territoires. Quel rapport des solutions de géo-information à la gestion des communes africaines pour un développement durable? Sur le plateau, nous recevions avec beaucoup de plaisir, on en a su un peu plus grâce à vous, madame. Madame Diane Kouassi, vous êtes responsable de l'information scientifique au CNTIG. Un message, une invitation certainement? Bien sûr, alors je souhaiterais vraiment inviter tous les élus locaux, inviter les experts en géomatique, inviter tous les gouverneurs, tous ceux qui ont un besoin particulier, qui veulent vraiment aller de l'avant en termes de structuration de leurs activités. Vraiment, je souhaiterais vraiment les inviter à venir à ce salon-là pour déjà ce partage d'expérience, parce que l'objectif du salon est vraiment un partage d'expérience, d'échanges, et puis ça va permettre d'ouvrir l'esprit et de se projeter dans l'avenir. On souhaite vraiment la participation massive de toutes les communes, idéalement, de toutes les régions, et vraiment même des académiciens, ceux qui vont encore à l'école. On souhaiterait qu'ils soient là, qu'ils viennent comprendre, et puis justement, ça va, je pense, réveiller la flamme de la géomatique en chacun. Puisque dans le programme, il y a des conférences, il y a des panels, panels, il y a des panels, expositions, voilà. des rencontres B2B, des masterclass. En tout cas, en sortie de ce salon-là, on peut être sûr que la géomatique ne sera plus très compliquée, même pour moi. J'ai eu du mal, mais bon. C'était ça aussi l'objectif, faire de la pédagogie, expliquer à nos téléspectateurs. J'espère que j'ai réussi. Bah oui, madame. Moi, j'ai juste une dernière question, peut-être, comme c'est d'actualité. Isabelle en a toujours une dernière comme ça. La crise des data, est-ce que ça impacte en fait votre secteur? La crise des data, est-ce que vous pouvez être un peu plus explicite? Oui, alors en ce moment, on connaît bien que le coût donc, de la data a augmenté. Est-ce qu'au niveau de votre secteur de la géomatique, parce que vous utilisez certainement Internet pour des données pour pouvoir travailler, est-ce que ça impacte votre domaine d'activité? En tout cas, pour le moment, on ne le sent pas. Voilà. On ne le sent pas. C'est tout. Voilà qui est clair. Merci Madame Kouassi, merci d'avoir été sur notre plateau. Il y a Toseta qu'on retrouve comme tous les jeudis à ce rendez-vous-là. C'est parti, à tout de suite. Hier, on m'a énervé à la maison. J'étais très en colère. J'ai dit, je quitte cette maison. Je suis parti chercher une maison. Et j'ai trouvé la maison. Quand j'ai appelé par rapport à la caution de maison, caution m'a dit là. J'ai dit, caution m'a dit là. Et je suis venu soit chez mes parents. Quand je suis arrivé, on me demande, mais tu as venu chercher quoi? J'ai dit, j'ai oublié de dire le générique. Afin de chercher une maison dans Abidjan ici là, c'est devenu marathon. Des marchés vont te prendre, va t'amener dans le désert. Et puis va te dire, c'est très accessible. Tu vas fouiller où? Vous êtes 20 visiteurs. 5000 multiplié par 20, multiplié par 7 jours. Ah, tu comprends? Parlons de caution de maison. C'est cher. On dirait talon ou bien sac à main de Emma l'Ouest. Et puis on vient de parler de 6 mois d'avance. 1 mois d'enquête. 1 mois de quête de l'église. 1 mois de cola pour la mosquée. Tonton, on sait que c'est ton agent qui a construit la maison. On sait. Mais si nous-mêmes on avait l'argent là, on allait construire pour nous, on n'allait pas venir louer. Donc caution là, faut blé. Même le chien dit qu'il a raison. Selon les dispositions de la loi relative au bail d'habitation, les dépôts de garantie ne peuvent excéder 2 mois. Sinon, tu seras exposé à payer une amende de 200 000 francs. Et cela est dit à l'article 9 et à l'article 10 de la dite loi. Le gouvernement te parle, tu comprends pas. Les autorités te parlent, tu comprends pas. C'est combien à envoyer qui a te parlé. À cause de tout ça, moi, je voulais payer mon terrain. À cause de tout ça, là. Si pas aussi, on dit terrain n'est pas à vendre. Mais bon. Donc, on va toujours rester au gratuit. Mais au gratuit aussi, on donne toujours chose d'aubergine. Bonne nuit.
Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. 2 mois d'avance, 2 mois de caution. Vous avez l'impression que c'est de plus en plus respecté? C'est exact. Non, franchement, il y a des propriétaires de maisons qui ne respectent rien. La dernière fois, j'ai déménagé. Si je te dis ce qu'on m'a demandé, Daouda, vous deviez expliquer à ce propriétaire véreux que la loi de Côte d'Ivoire lui impose. Mais laisse-moi te dire ce qu'il me demandait. Il me demandait mon RIB, il me demandait mon contrat de travail. Il me dit... Parce qu'il y a des locataires véreux aussi. Il me dit, chez moi, quand on rentre, à partir de minuit, tu ne rentres pas. J'ai dit, je paye une maison, à partir de minuit, je ne peux plus rentrer. Il dit, ah là, c'est compliqué. Non, je préfère aller ailleurs. À partir de minuit, tu vois. Mais j'ai dit, même ce que même les restrictions que ma femme ne m'impose pas, c'est pas le propriétaire de ma maison qui va m'imposer ça. Non, mais après, moi, il y a un phénomène, je ne sais pas si vous avez vécu, mais le phénomène des pas de porte. Vraiment qu'on en parle, parce que vous voulez un magasin, on vous dit, le magasin a un loyer de 200 000, et vous avez un pas de porte de 10 millions. Je demande, c'est une caution? On dit, non, non, ce n'est pas une caution, c'est 10 millions que vous versez au propriétaire du magasin. Et quand tu dois partir, voilà, tu dois aller chercher quelqu'un qui a les 10 millions pour te rembourser. Toi, le patron. Mais c'est abusé. Mais s'il y a 10 millions, pourquoi ne pas construire le magasin en question? Bon, je ne sais pas si vous avez des notions en construction. Mais moi, je veux dire, non, mais 10 millions, au-delà de tout, au moins un petit magasin. Je veux dire, au-delà de tout, le ministère de... Le terrain et le magasin, à 10 millions. Le ministère de la Construction et de l'Urbanisme a mis un contrat de bail à usage d'habitation à la disposition des gens. Malheureusement, les gens, au lieu d'aller sur ce contrat, ils préfèrent avoir un contrat de bail que le bailleur te propose. Or, ce contrat de bail de l'État dit 2 mois de caution, 2 mois d'avance. Bon, parce qu'en temps, s'il a 2 mois de caution, Alain Toussaint, il vient avec, il est d'accord pour payer 3 mois et que vous incitez avec votre loi, souvent, il fait parce que mais ce n'est pas la nature du document. On dit qu'il faut légaliser, je crois, non? Non, le document est légalisé, voilà. Mais comme le ministère a dit, c'est à la libre appréciation des 2 parties, en fait. Donc, comme nous-mêmes, on veut dormir, finalement, et qu'on cherche maison. On cherche maison, coincé. Comment on appelle ça? Les propriétaires des maisons font la loi comme ils veulent. Maintenant, sur les pas de porte, il s'agit là des baux commerciaux. Donc, si vous voulez faire du commerce et que le local est idéalement situé, on vous dira de payer une sorte de prime aux propriétaires en disant bon, 5 millions, 10 millions. Voilà, qui logiquement sont restitués au moment où vous quittez le Ah, là, ce n'est pas le cas. Ça, par contre, ce n'est pas le cas. Je peux vous le dire. Bon, ben, les amis, merci. On a été très heureux d'être en votre compagnie. Prochaine escale, merci Alain. Merci Isabelle. Merci Daouda. Merci Élisée. Merci à toutes les équipes techniques et du terrain. Merci à vous, téléspectateurs. On vous donne rendez-vous demain sur ce même plateau pour un autre numéro du Grand Talk. Dieu veille sur vous. J'ai dit que nous étions jeudi aujourd'hui. Non, c'est mercredi. Pressé d'aller en week-end. Non, j'ai hâte. Non, pressé de trouver la lune. C'est le férié qui l'a On la trouvera, on la verra. On la verra, je vous assure. Dieu veille sur vous, Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À demain.